Nous sommes avec Marc Le Breton, qui est le fondateur des résidences Happy Senior et également Business Angel dans l'immobilier et la Silver Economy. Bonjour Marc. Bonjour Frédéric. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ton parcours dans les résidences services seniors? Alors, je- j'ai créé en tout une douzaine d'entreprises, c'était ma 12e entreprise. J'ai lancé cette activité après une petite étude de marché et d'expérience personnelle qui m'ont amené à penser qu'il y avait quelque chose à faire dans ce monde de la senior économie pour les seniors fragilisés mais non dépendants. J'ai lancé ça il y a 6 ans donc, au sein du groupe Duval, une entité qui s'appelle Vision Happy Senior. Et on a lancé un nouveau concept, un nouveau produit sur un modèle, je pense, assez original et qui nous a permis de lancer une dizaine de résidences en l'espace de 5 ans. D'accord. Il y avait des spécificités dans cette résidence, parce qu'il y avait déjà beaucoup d'acteurs qui existaient dans ce secteur d'activité. Est-ce qu'il y avait des spécificités aux résidences Happy Senior? Alors oui, on a essayé de faire un produit qui correspondait à ce qu'on avait envie de faire. On avait quelques intuitions en termes de positionnement, de niveau de service, de localisation, de mode de commercialisation des murs. Chacun a ses singularités et on voulait rentrer dans ce monde qui bouge énormément, à fort potentiel, avec un produit entre guillemets assez original. Et les premières réalisations, les premières résidences qu'on a aujourd'hui remplies sont effectivement correspondent à cette volonté. C'est des hôtels pour personnes âgées, bien plus que des EHPAD ou des maisons de retraite, bien évidemment. C'est hyper bien placé en cœur de ville. C'est de taille moyenne et pas forcément trop grosse. Comme ça a été vendu en bloc à des investisseurs institutionnels, c'est flexible et ça évolue bien. Il y a des équipes assez riches avec une quinzaine de collaborateurs par résidence. Voilà, donc c'est un produit qui est quand même assez, on va dire, caractérisé, marqué, et qui est promis un bel avenir, oui. Quand on commence un projet, moi qui me paraît aussi important que ça, on commence par quoi en fait? Quand on a juste l'idée, c'est quoi les premières étapes? Alors, bah, il faut faire des études de marché, il faut se balader, il faut aller voir ce qui existe, il faut discuter avec des gens, il faut comprendre l'écosystème existant, comprendre les tendances. Je pense qu'il faut aussi avoir des idées un petit peu disruptives. Il ne s'agit pas de singer les autres et de faire comme les autres. Donc nous, par exemple, notre idée maîtresse qui nous a permis de lancer notre concept et de se faire connaître et apprécier auprès des élus et des investisseurs, c'est une approche, entre guillemets, intelligente sur la gestion des biens des résidents, basée sur le démembrement, le viager libre par exemple, qui permet effectivement de toucher une population assez large, puisque même des gens qui ont des ressources entre guillemets intermédiaires peuvent venir chez nous s'ils ont un bien, on va gérer le bien pendant qu'ils sont chez nous. Voilà, donc on a travaillé sur cette approche respectueuse du patrimoine des gens, et c'est quelque chose qui plaît bien, c'est quelque chose qui, ça aussi, est promis à un bel avenir, puisque ça nous permet de toucher, de remplir plus vite peut-être, avec une clientèle qui du coup, comme elle a moins de pression sur le reste à vivre, va pouvoir aller au restaurant, va pouvoir consommer, utiliser des services à la personne, etc. Ce qu'on recherche quand on exploite des résidences services seniors. Voilà, donc quand on arrive sur un sujet comme ça, il faut effectivement essayer de trouver un discours, un angle d'attaque un petit peu original. Après, ça, c'est au départ. Ensuite, ce qui va faire la différence, c'est les premières créations, les premières réalisations, et effectivement, la réaction des résidents, la réaction des familles, pouvoir faire venir un élu d'une ville où on a envie de s'installer pour avoir une résidence ouverte, et que les gens sentent qu'il y a une âme, que c'est vivant, qu'on y vit bien, c'est quelque chose qui est très, très important. Et donc, effectivement, les premières réalisations entraînent les autres. L'arrivée des baby boomers, est-ce que ça va, si on prend un peu de recul, est-ce que ça va changer quelque chose dans le secteur des résidences services seniors, d'après toi? Oui, on commence à le voir sur certains sites, plus que d'autres d'ailleurs. On a des résidences, on a ouvert une résidence à Valenciennes récemment, et on a un jeune couple, hein, même pas 70 ans, et des gens en bonne santé, qui sont juste venus là parce que la résidence est hyper bien placée, en cœur de ville, tous les services à proximité, ils ont
entretenir, etc. Et même s'ils sont plus jeunes probablement que la moyenne des résidents, ils ne font pas non plus forcément toutes les mêmes activités, ils sont contents qu'il y ait un restaurant, ils sont contents qu'il y ait des services, et puis surtout ils sont en cœur de ville et ils y sont très très bien. Donc on voit arriver ce genre de population qui vont moi, je pense que la population de résidence service senior peut rajeunir un petit peu en moyenne, hein, on s'entend, grâce à l'arrivée de cette nouvelle population, qui sont des gens qui sont habitués à utiliser des services à la personne, ils sont habitués à voyager, à utiliser des services, etc. Ils ont un niveau d'exigence sur le ménage, etc., etc. Donc, ils sont plus à l'aise. L'ambiance club est quelque chose qu'ils ont connu à tout dans service senior. Ces baby boomers seront intéressés par les mêmes résidences services seniors, les mêmes services, ou il va y avoir des adaptations à faire dans le secteur? Alors, ils n'iront pas dans une résidence service senior avec une population trop âgée et trop fragilisée, si c'est ta question. Et ça, je pense que c'est de manière générale, et même quasiment indépendamment de l'arrivée des baby boomers, je crois qu'on va voir ce monde des résidences services seniors s'organiser et se différencier peut-être, comme ça s'est passé aux États-Unis ou dans les pays d'Europe du Nord, entre le senior indépendant et le senior fragilisé, j'irais, qui lui a besoin de services d'aide à domicile. Hein. Donc tout le monde a besoin des prestations hôtelières, on va dire, et du même niveau de qualité de la restauration, les emplacements, c'est le même besoin pour tout le monde. En revanche, c'est vrai que je pense qu'on va voir, comme aux États-Unis, la partie independent living se détacher peut-être ou être séparée sur un même site. On aura deux étages pour une partie pour l'independent living et une autre partie pour l'assisted living. Et les gens passant peut-être d'une partie à l'autre quand ils deviennent trop dépendants, etc. C'est important parce que quand on va dans un restaurant déjeuner avec sa famille, les gens n'ont pas forcément envie d'être dans un, entre guillemets, pseudo-EHPAD. Hein. Donc les produits vont peut-être un peu se différencier, et on le voit d'ailleurs dans la stratégie des exploitants aujourd'hui. Il y a des exploitants qui jouent une carte et d'autres l'autre. Si on parle de marché potentiel, on voit des pipelines, on voit des projets, une liste de projets qui est assez importante chez les différents acteurs. Qu'est-ce que tu en penses et combien de résidences services seniors on peut mettre en France? Alors, de manière purement démographique, effectivement, avec l'allongement de la durée de vie d'une part, la courbe de mortalité historique, l'arrivée des baby-boomers, il y a tout un tas de raisons objectives déjà pour que, toute chose égale par ailleurs, le nombre de résidences-services soit multiplié par 2 ou 3 dans les années qui viennent, sachant qu'il a déjà doublé depuis quelques temps. Et ça, c'est son changement de comportement, hein, juste pour des raisons, on va dire, démographiques. Après, si on rajoute les dimensions moins objectives, comme effectivement l'arrivée des boomers dont tu parlais, l'appétence des gens pour venir dans ce genre d'établissement parce qu'ils l'ont connu, la crainte d'aller en maison de retraite en EHPAD. Donc, on peut aussi imaginer que le pourcentage de la population qui va en RSS évolue et se rapproche de ce qui se passe, par exemple, outre-Atlantique ou en Angleterre. En France, on était à 2% de la population des plus de 75 ans, par exemple. Hein, c'est souvent l'indicateur qu'on retient en RSS, ce qui est très petit. Hein. Il est bien évident que la plupart des gens préfèrent rester chez eux encore. Au Québec, c'est 16%. Aux États-Unis, c'est plutôt 7-8%. Donc effectivement, le français est très attaché à son domicile historique et préfère rester chez lui. Sauf qu'à un moment donné, rester chez soi, ça veut dire aussi beaucoup de travaux, etc., beaucoup d'aménagements. Et puis au-delà même de l'aspect purement immobilier, chez soi, on est isolé. On est isolé. Donc le principal bénéfice d'une RSS pour un résident qui nous rejoint, c'est rompre avec l'isolement. Hein, retisser un lien social, participer à des activités avec d'autres seniors, avec tout le personnel de la résidence. Et le bénéfice, il est là. Hein. Donc, le potentiel, il est clairement là.
Alors après, si on rentre dans les détails, on va probablement s'apercevoir que dans certaines villes, dans certaines régions, il peut y avoir de la surcapacité, ou pourrait y avoir de la surcapacité, au moins temporairement, là où encore il y a d'autres régions où il n'y a rien. Je veux dire, puis la France a desservie par rapport à l'ouest ou au sud. Donc il y a un rééquilibrage à faire entre les régions, mais ce concept de résidence-service senior aujourd'hui est assez bien défini, hein, il a bien évolué, hein, et il est bien normé, on va dire, et il y a des vrais acteurs en place. Je pense le nombre de résidences a vocation à se développer, oui, pendant quelques années. Est-ce que tu crois que la crise du Covid change quelque chose, dans le sens qu'on pourrait imaginer que des seniors qui ont leur maison et qui voulaient la lâcher pour aller en résidence-service senior ont vu leurs copains-copines qui étaient déjà en résidence-service senior et qui étaient un peu plus confinés que dans leur maison? Est-ce que tu vois, par exemple, ce genre de réflexion, ça peut changer la donne sur sur le nombre de personnes qui vont aller en résidence-service senior et sur la typologie de personnes qui peuvent aller en résidence-service senior? Alors, déjà, les résidences services seniors ont bien mieux traversé la crise Covid que les maisons de retraite, et pour la simple bonne raison déjà que ce sont des établissements non médicalisés, avec des gens fragilisés mais non dépendants, forcément donc plus résistants. Je pense que tous les exploitants de RSS ont très vite mis en place les gestes barrières et les mesures de protection. Ils ont bloqué les accès, effectivement, les familles ne pouvaient plus venir, etc. Ce que je sais, moi, aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas eu de problème, il n'y a eu aucun problème dans les résidences services seniors en général, et aussi parce que dès qu'il y avait un début d'alerte ou quelque chose, quand on appelle un hôpital, ils prennent quelqu'un qui est dans une résidence service senior. Ça n'est pas un établissement médicalisé. Là où ils pouvaient avoir tendance à dire aux EHPAD, bah, écoutez, chers amis, débrouillez-vous. Voilà. Donc c'est pas du tout la même chose. Je disais effectivement, les mesures la coupure avec les familles, etc., a fait que cette période n'a pas été géniale. Les restaurants, par exemple, étaient fermés, où il y avait deux services, mais par contre, on continuait de faire de la cuisine et on montait les repas dans les appartements, tu vois. Donc il n'y a pas eu de dégradation, il n'y a pas eu une trop grande dégradation du service, si ce n'est peut-être moins d'animation, etc. La principale contrainte, ça a été effectivement l'accès limité aux familles, parce que, bien évidemment, il fallait faire attention. Mais les choses se sont remises dans l'ordre, et voilà. Et donc, pour aller jusqu'au bout, je vois qu'aujourd'hui, je constate aujourd'hui en tout cas que le processus commercial a repris son cours, il y a des nouveaux résidents, il y a des nouveaux prospects, parce que le confinement n'était pas drôle non plus à la maison. C'est-à-dire que les gens qui étaient isolés chez eux, et qui sont restés 3 mois sans voir personne, ni femmes de ménage, les visiteurs, etc., et c'était la galère pour les courses. Les enfants, les familles ont dû s'y recoller. C'est pas simple non plus, la maison. Donc, la vie en résidence pendant la période de confinement, c'était moins sympathique que d'habitude, mais c'était pas du tout non plus la même angoisse que celle dans les EHPAD. D'accord. Autre sujet que j'aurais voulu aborder, c'est les innovations. Quand on dirige un groupe de résidence service senior, on doit recevoir beaucoup d'acteurs de la silver economy qui ont proposé différents types d'innovations. Quelles sont les innovations que vous attendez le plus? Ça, c'est effectivement très intéressant. Et on passe beaucoup de temps effectivement dans cet écosystème, dans les salons, on rencontre les acteurs, parce que si les gens viennent dans une résidence de service senior, c'est effectivement pour trouver des services, pour trouver de l'humain, mais c'est aussi pour trouver des facilités. Et donc toutes les innovations autour de la sécurité, détection de chute, télésurveillance, médecine, enfin, toutes ces choses-là sont pertinentes. Il y a beaucoup d'acteurs là-dessus. Il faut trouver des technologies suffisamment innovantes, mais en même temps suffisamment solides pour accompagner, en fait, faire le lien entre les résidents dans un appartement quand ils sont chez eux et les capacités qu'on a dans les résidences à intervenir rapidement parce dans les résidents. Effectivement, il y a des systèmes d'alerte, de détection de chute, et qui sont des systèmes en plus qui vont pouvoir s'adapter suivant le niveau
entre guillemets, fragilité de la personne. Quelqu'un, un baby boomer qui a 70 ans ou 65 ans, bien évidemment, il ne va pas avoir besoin de ça. Un peu plus tard, il faut y avoir un simple bracelet. Et puis à la fin, on peut mettre en place des dispositifs comme en font certaines startups aujourd'hui, avec des systèmes préventifs. Et à la maison, c'est qu'il y a une capacité d'intervention immédiate. Donc oui, donc la sécurité, c'est probablement le premier sujet. Ensuite, il y a tout un tas d'offres qui émergent sur l'animation, le lien avec les familles, les outils pour communiquer, etc. Là, c'est intéressant. Donc, on est en train de tester, d'éprouver un petit peu ces nouvelles solutions et sur nos différentes résidences. Ça, c'est un autre pan où il y a beaucoup de choses à faire parce qu'effectivement, on s'aperçoit que les gens qui sont dans les résidences service senior aujourd'hui, ils connaissent les téléphones, ils ont des téléphones, ils ont des tablettes. On avait pensé qu'on sortirait avec des lignes ADSL, et ben non, il faut mettre la fibre partout. Il y a une vraie consommation, il y a un vrai usage des nouvelles technologies, et il faut accompagner ça. D'accord. Enfin, est-ce que tu peux nous parler de ton rôle de business angel? Oui, alors j'ai quitté l'aventure Happy Senior en début d'année pour faire d'autres choses et ça s'est tombé en plein pendant l'épisode Covid. Et comme toutes les périodes de crise, en fait, ce sont des périodes où il y a effectivement des opportunités. C'est des périodes à la fois difficiles et pleines d'opportunités. J'ai eu la chance d'être sollicité sur 3 projets de jeunes entrepreneurs. Un dans l'immobilier, 2 sur la senior economy. Et dans les 3 cas, c'est des projets innovants, un peu disruptifs. Voilà, c'est très intéressant. Bon, comme par expérience, entrepreneur récidiviste, on va dire d'une part, et connaissant un petit peu maintenant ce monde de la senior economy et de l'immobilier, j'ai quelques connexions et quelques moyens qui font que c'est assez efficace et intéressant d'accompagner des jeunes projets. Et j'imaginais pas un instant, par exemple, qu'il soit possible, pendant le Covid, de créer une boîte avec des gens qu'on ne connaissait que par Zoom. Ben, si, c'est possible, et ça marche. Et ça marche, et on arrive à faire des choses avec les moyens, y compris en télétravail, on arrive à faire des choses très efficaces et très sympathiques. D'accord. Si un acteur de la silver economy, un entrepreneur de la silver economy souhaite proposer son sujet, son dossier, comment est-ce qu'il doit faire et comment est-ce qu'il doit le présenter et qu'est-ce que tu regardes dans un dossier? D'abord la personne ou les personnes, l'équipe, la qualité du dossier et en fait, je ne fais pas non plus uniquement ça pour des raisons financières. Je ne suis pas un sleeping partner. L'idée, c'est de m'impliquer et d'être à côté des entrepreneurs depuis la genèse du projet, le business plan, sa mise au point, rencontrer des vraiment plus qu'un sleeping partner. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc, un simple email ou un coup de téléphone, je suis à la disposition de tout le monde pour échanger sur toute idée, quelle qu'elle soit. D'accord. Un mot pour conclure. Bah, écoute, merci. On se connaît de longue date, on a travaillé ensemble sur différents sujets. Merci pour cette opportunité, effectivement, de communiquer à la fois sur un retour d'expérience intéressant, 6 années sur ce sujet des résidences service senior, et puis un nouveau monde qui s'ouvre dans la senior economy un peu plus vaste et avec des opportunités qui sont là. Merci Marc Le Breton. Je rappelle que tu es fondateur des résidences Happy Senior et business angel dans l'immobilier et la silver economy. Merci Marc. Bonne journée. Au revoir.